Si le droit international se caractérise par un objet vaste qui peut couvrir des relations intérieures, on trouve cette même logique d'extension lorsqu'on se tourne vers l'identification des sujets du droit international. Paragraphe 2, les sujets du droit international. On peut distinguer deux catégories de sujets. D'abord, des sujets qui sont spécifiquement des sujets de droit international. C'est-à-dire le droit international leur attribue, les définit et leur attribue une personnalité juridique internationale directement. Et puis une deuxième catégorie de sujets, qui sont aussi des sujets du droit international, mais qui sont d'abord des sujets de droit interne. C'est-à-dire les personnes physiques et morales des différents ordres juridiques internes qui bénéficient également, en tant que sujet interne, de la personnalité et la capacité internationale. Alors un mot d'abord, grand A, sur les sujets de droit international, c'est-à-dire les États et les organisations internationales. Le sujet de droit international par excellence est l'État. L'État, le souverain, est, sous l'angle du droit interne, une personne morale, et il est traité par le droit international comme une personne morale qui agit par ses représentants, le chef de l'État, le chef de la diplomatie, les ambassadeurs, les consuls. Mais si on se tourne vers la formation de l'État et donc son identification, ce n'est pas un acte qui crée l'État. À la différence des personnes morales, l'État est conçu d'abord comme un phénomène presque naturel. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'identification de l'État qui sont également considérés comme des éléments constitutifs. Lorsque ces éléments sont réunis en fait, alors l'État existe en droit. Ces éléments d'identification de l'État sont connus, je les évoquerai simplement, la population, le territoire et l'autorité politique indépendante. On sait que pour le territoire, le droit international exige l'existence d'un espace terrestre, mais il s'accommode de situations d'incertitude, il s'accommode parfaitement d'une incertitude relative aux frontières, du moment où un ensemble territorial existe. On connaît le cas, par exemple, de la Pologne et le jugement de 1929 rendu par le tribunal arbitral mixte germano-polonais dans l'affaire Deutsche Continental Gasgesellschaft. Pour la population, on trouve une égale souplesse du droit international qui s'accommode de populations très faibles sur des territoires très réduits, les micro-États. Il s'accommode également des phénomènes de nomadisme avec des populations qui changent de territoire étatique régulièrement. Il s'accommode même à l'extrême de situations de nationalité purement fonctionnelle, et donc qui ne s'acquiert pas par l'affiliation, mais par une fonction uniquement, comme la nationalité du Vatican. Ces éléments, donc le territoire, la population, sont des éléments qu'on trouve réunis facilement dans la pratique internationale, et on s'aperçoit donc qu'en définitive, le vrai critère, le critère qui soulève des difficultés, celui sur lequel on hésite souvent, est celui de l'autorité politique indépendante. Qu'est-ce que c'est qu'une autorité politique indépendante? C'est d'abord une autorité, c'est-à-dire un ensemble institutionnel qui peut être très souple, mais qui a une maîtrise effective du territoire et de la population qui se trouve sur le territoire, c'est-à-dire en pratique une maîtrise effective des points significatifs du territoire. Il n'est pas besoin d'avoir une maîtrise capillaire du territoire.
maîtrise effective des points significatifs du territoire. Et puis, une autorité qui acquiert l'indépendance, c'est-à-dire qu'elle se trouve à se séparer politiquement d'une autre entité, éventuellement, et notamment l'entité à laquelle elle était auparavant rattachée. Alors, apprécier l'indépendance est une chose difficile. On parle souvent d'interdépendance, donc il faut un examen factuel incertain. Il faut que cette autorité soit en situation de résister aux directives qui viendraient de l'extérieur et en particulier qu'elle soit en mesure, en droit, et si possible en fait, mais déjà en droit, et puis si possible en fait, de pouvoir résister à une autre puissance, un autre État qui voudrait faire exécuter sur son territoire ses propres règles. Et c'est sans doute là l'élément crucial, cette capacité, un droit et un fait à refuser qu'un autre État fasse exécuter ses règles sur ses territoires. C'est là l'élément le plus difficile et l'élément crucial. On peut songer, par exemple, à la différence de situation qui peut exister dans un État fédéral comme l'Allemagne avec le Bundeszwang ou aux États-Unis, lorsque l'infraction est une infraction fédérale, justement, les autorités fédérales arrivent, elles arrêtent, elles bloquent le pouvoir du shérif local et disent c'est un crime fédéral, et donc, on le voit dans les films, et donc c'est l'autorité fédérale qui va être compétente. Et on voit que dans des constructions qui sont encore des constructions proches du droit international, qui relèvent encore du droit international comme la construction européenne, on ne trouve pas, ou pas encore, même si les choses évoluent, les mêmes phénomènes. Lorsque la règle est une règle européenne, c'est encore aux autorités locales de la faire exécuter, ce n'est pas l'autorité européenne qui se substitue aux autorités locales. Lorsqu'on dit que l'État existe en droit lorsqu'il existe en fait, on soulève immédiatement une difficulté qui est celle du rôle de la reconnaissance d'État. Car si il est vrai que l'État est d'abord un phénomène factuel, cela veut dire que la reconnaissance est par principe déclarative. Elle ne fait que constater que les éléments sont réunis pour l'existence de l'État. Et cette conséquence juridique, en même temps, et là réside le débat, en même temps s'accompagne d'un constat factuel qui va en sens inverse. Si l'État n'est pas reconnu par ses pairs, si on refuse la reconnaissance, alors l'État se trouve dans une situation quasi autarcique, il ne peut pas accorder des passeports qui seront efficaces et reconnus, il ne peut pas participer à des traités internationaux, il se trouve dans une situation où son existence extérieure se trouve compromise. Son existence intérieure, non, mais la situation de l'État non reconnu est une situation qui en pratique devient extrêmement difficile. Il ne reste que, sous le plan des principes, la reconnaissance n'a fait que constater un état de fait. La reconnaissance peut être explicite, par une déclaration, ou elle peut être implicite, c'est-à-dire par l'adoption d'un acte qui suppose que le destinataire ou le co-contractant de l'acte soit effectivement un État, comme l'ouverture d'une ambassade. Cela suppose que l'État avec qui on établit cette relation diplomatique est effectivement un État. Ou la conclusion d'un traité. Cela suppose que l'entité avec qui on conclut le traité est un État. Alors, évidemment, les relations multilatérales sont plus complexes et, notamment, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, on considère que la participation aux Nations Unies ne vaut pas reconnaissance par tous les membres individuellement de l'entité qui est admise à l'organisation. C'est une situation
liées à l'universalité de l'organisation, et donc on trouve au sein des Nations Unies des entités, des États qui ne se reconnaissent pas les uns les autres. C'est un phénomène qu'il faut considérer. La reconnaissance est donc d'abord un acte maîtrisé par l'exécutif, un acte diplomatique, mais il peut arriver également que la question de l'existence de l'État se pose devant les juridictions nationales, et sur ce point les pratiques varient. On a vu en France les juridictions françaises faire preuve d'indépendance et appliquer elles-mêmes les critères d'identification de l'État et considérer qu'une entité qui ne serait pas reconnue en tant qu'État par le gouvernement français pourrait bénéficier, par exemple, d'immunité et être considérée comme un État par le juge qui constaterait la réunion des éléments constitutifs de l'État. Vous voyez par exemple l'arrêt rendu en 1971 par la Cour de cassation française dans l'affaire Clerget contre représentation commerciale de la République démocratique du Vietnam. Donc voilà, l'identification de l'État, identification d'abord factuelle. Une fois que l'État est identifié, il a un statut international dont l'élément principal est la souveraineté. Alors, bien sûr, l'État bénéficie de l'inviolabilité des frontières, du droit à l'intégrité territoriale, mais il est d'abord le souverain. La souveraineté de l'État est intimement liée à la conception originaire du droit international. La souveraineté de l'État veut dire d'abord que le droit international est exceptionnel, au sens où le principe est que l'État est libre et l'exception est qu'il accepte une obligation internationale. En d'autres termes, pour reprendre la formule du grand arrêt fondateur, qui est l'arrêt rendu dans l'affaire du Lotus, le navire Lotus entre la France et la Turquie, en 1927, arrêt de la Cour permanente de justice internationale, la Cour de la Société des Nations. Le grand principe est que les limitations de l'indépendance de l'État ne se présument pas. Donc il faut apporter la preuve de l'existence d'une obligation internationale. C'est en ce sens que le droit international est exceptionnel. La liberté est la règle, la restriction par l'obligation internationale est l'exception, il faut donc la prouver, elle ne se présume pas. Une deuxième caractéristique donc, de la souveraineté est que si elle donne une liberté de principe à l'État, en même temps, elle donne également la liberté d'aliéner cette liberté, de la réduire. C'est ce qu'on appelle la conception formelle de la souveraineté de l'État, ce qui veut dire que, du point de vue du droit international, l'État peut renoncer à sa liberté dans tous les domaines. Le domaine pénal, le domaine fiscal, le domaine de l'investissement. On a vu l'exemple récent et polémique du traité de Maastricht, par lequel on renonce à la monnaie, ce qu'on considérait jadis comme un attribut régalien de l'État. Donc, par traité, on peut renoncer à sa liberté. Alors évidemment, on peut se poser la question de savoir si à un moment, les restrictions sont telles qu'elles n'aboutissent pas à la disparition de l'État. Mais le principe général est le droit de restreindre sa liberté. C'est l'affaire du navire Wimbledon en 1923 qui a posé qui a consacré cette conception, l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale, en considérant qu'on ne pouvait pas invoquer des droits fondamentaux de l'État, des droits qu'on ne pourrait pas aliéner par traité. On peut renoncer à sa liberté. La formule qui résume cette solution est que lorsqu'un État, par traité, limite sa souveraineté, il exerce sa souveraineté. Exercer sa souveraineté, c'est aussi la limiter par traité. Ces principes qui s'appliquent à l'État sont presque à l'opposé, on les retrouve mais pratiquement renversés dans la situation des organisations internationales. Les organisations internationales, elles, sont des sujets dérivés
du droit international. L'État est un sujet originaire qui existe en fait. Les organisations internationales sont des sujets dérivés, c'est-à-dire dérivés de la volonté des sujets originaires, les États, c'est-à-dire qu'elles sont créées par un accord entre États ou entre États et autres organisations, et par cet accord, comme le contrat de société dans le domaine du droit des sociétés, par cet accord, les États et les organisations internationales éventuellement font exister, font apparaître une nouvelle personne morale, c'est-à-dire une nouvelle organisation internationale. Alors, il est notoire aujourd'hui, il y a un nombre très important d'organisations internationales. On les compte par centaines. Il y a plus d'organisations que d'États. On en trouve dans le domaine météorologique, dans le domaine de la santé, dans le domaine économique, dans le domaine politique général. Les organisations internationales sont un phénomène qui s'est développé de façon extrêmement forte au XXe siècle. Et aujourd'hui, elles jouent un rôle très important dans les communications satellitaires, etc., dans les différents domaines de l'activité humaine. Ce qui est remarquable du point de vue de la présentation des sujets du droit international, c'est que, alors que la liberté pour l'État est le principe, et ce qui implique que l'État peut tout faire, sauf ce qu'il s'est interdit de faire par le droit international, pour les organisations internationales, c'est le contraire. Une organisation internationale ne peut rien faire si ce n'est ce qu'on lui a permis de faire par l'instrument constitutif qui est le traité international qui l'a fait exister. C'est ce qu'on appelle également la spécialité des organisations internationales. On dit également qu'elles ont des compétences d'attribution, c'est-à-dire que l'organisation peut agir uniquement dans les limites du mandat qui lui a été conféré, du pouvoir et des compétences qui lui ont été conférées par l'instrument constitutif. C'est ça la spécialité des organisations internationales. Et la spécialité des organisations internationales est un principe extrêmement rigoureux dans la pratique internationale, un principe important. Il s'applique à la fois aux compétences et au pouvoir de l'organisation. Aux compétences, ça veut dire qu'une organisation qui est créée pour s'occuper de la santé ne peut s'occuper que de ce domaine-là, la santé. Elle ne peut pas changer et s'occuper d'autres domaines. Hein. La spécialité des compétences. Mais aussi la spécialité des pouvoirs. C'est-à-dire, si à l'organisation on a donné uniquement un pouvoir de recommandation, elle ne pourra pas s'arroger un pouvoir de décision, un pouvoir d'imposer. Donc même à l'intérieur de la compétence qu'on lui a donnée, donc la compétence en matière de santé, si on lui a donné le pouvoir de coordonner les vaccinations, elle peut le faire. Si on lui a donné le pouvoir de mener des études sur telle ou telle maladie, elle peut le faire. Mais si on ne lui a pas donné le pouvoir d'imposer, par exemple, une certaine solution sanitaire ou un certain nombre de lits d'hôpitaux, elle ne pourra pas le faire. Même si elle est compétente en matière de santé, elle n'aura pas ce pouvoir. Donc spécialité des compétences et spécialité des pouvoirs. La seule limite à cette spécialité est ce qu'on appelle la doctrine des pouvoirs implicites, qu'on dirait peut-être plus justement la doctrine des pouvoirs impliqués, ce sont les implied powers. C'est une doctrine qui vient du droit constitutionnel américain, qui a été reçue en droit international depuis au moins 1926 et l'avis rendu par la Cour permanente de justice internationale à propos de l'Organisation internationale du travail. Et en vertu de ce principe, l'organisation a les pouvoirs qui lui sont conférés expressément par le traité, mais également ceux qui sont impliqués sans avoir été expressément mentionnés, mais qui sont impliqués par les compétences et les pouvoirs qui ont été conférés. Ce qui en découle nécessairement, en somme. Une illustration emblématique est l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice, l'avis rendu par la Cour internationale de justice en 1949 dans l'affaire de la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, l'affaire du comte Bernadotte, dans laquelle la Cour devait devait déterminer si l'Organisation des Nations Unies pouvait exercer une protection fonctionnelle au profit d'un de ses représentants,
Il s'agissait du comte Bernadotte, qui avait été l'envoyé spécial des Nations Unies en Palestine, qui avait été assassiné, et l'Organisation des Nations Unies entendait obtenir réparation pour le préjudice subi, donc protéger, c'est la protection fonctionnelle, protéger son agent. Il n'y a rien dans la Charte des Nations Unies qui donne ce pouvoir, mais selon la Cour internationale de justice, ce pouvoir d'exercer la fonction, la protection fonctionnelle, résultait nécessairement des fonctions qui avaient été conférées à l'organisation. Il était un pouvoir implicite.